Bienvenue dans ce numéro exceptionnel de Parlement Hebdo en compagnie d'Emmanuel Kessler. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous. Numéro exceptionnel puisqu'à l'occasion des 10 ans de la chaîne parlementaire, Assemblée nationale et de Public Sénat, nous recevons sur ce plateau les présidents des deux assemblées. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, bonjour, et Gérard Larcher, président du Sénat. Messieurs, merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Alors Bernard Accoyer, vous occupez le perchoir depuis 2007 et vous, Gérard Larcher, le plateau, comme on dit au Sénat, depuis 2008. Une période marquée par une intense activité pour le Parlement, mais aussi par de nouvelles règles du jeu dans le fonctionnement de vos deux assemblées, depuis la réforme de la Constitution. Alors on verra si ça marche bien, on en parlera largement au cours de cette émission, mais d'abord on va revenir avec vous sur quelques temps forts de l'actualité, à commencer bien sûr par le dossier concernant la future loi sur la burqa. Et oui, démarche peu commune. D'ailleurs, vous êtes allés lundi tous les deux à Matignon pour rencontrer François Fillon et lui dire que vous étiez opposé à l'utilisation de la procédure d'urgence pour faire adopter le futur projet de loi sur le voile intégral. Vous dites avoir été entendu par le Premier ministre. Avant d'en parler, on va revenir sur les détails avec Céline Bittner. Attention, pas de précipitation sur un sujet aussi sensible que le voile intégral. Prendre son temps pour obtenir un véritable consensus. Voilà ce qu'ont plaidé les présidents de l'Assemblée et du Sénat lors d'une rencontre avec le Premier ministre à Matignon. Nous passons notre temps de journée parlementaire en journée parlementaire à dire au gouvernement que nous voulons prendre le temps de la réflexion, que nous ne voulons pas de vote imposé, de vote conforme, de procédure d'urgence. Il n'est pas complètement anormal que les deux présidents d'Assemblée répètent sur un rendez-vous important ce que nous disons en permanence à chacune de nos rencontres. La burqa, ce n'est pas non plus l'urgence du moment pour la gauche et le nouveau centre. On préfère parler retraite. Des députés, loin d'être d'accord entre eux sur l'opportunité ou non d'une loi d'interdiction du voile intégral. Si on veut aboutir à ce que l'Assemblée nationale se rassemble sur une question comme celle de la burqa, il faut du temps pour pouvoir travailler, essayer de bâtir et d'élaborer ce consensus. Et donc on ne comprendrait pas, et je ne comprendrais pas que le gouvernement essaye de passer en quelque sorte en force. Mais à droite, Jean-François Copé préférait aller vite, boucler le dossier avant l'été. Un dossier épineux qui traîne en longueur. Le débat dure depuis près d'un an. C'est un sujet sur lequel il faut que nous avancions, faisons-le, et puis mettons notre énergie et le travail législatif au service de lois compliquées. La loi sur la burqa n'est pas une loi compliquée, donc elle peut aller vite, donc on peut déclarer l'urgence. Alors aller vite ou laisser le temps de la réflexion? Réponse le 19 mai, lors de la présentation du projet de loi sur la burqa en Conseil des ministres. En attendant, François Fillon continue de consulter. Alors depuis, le Premier ministre a confirmé que le texte serait examiné en juillet, début juillet à l'Assemblée, en septembre au Sénat. Il n'a encore rien dit sur une procédure d'urgence ou non. Vous l'avez senti comment, le Premier ministre, plutôt de votre côté, Bernard Accoyer? Nous l'avons senti très attentif. Nous ne lui avons pas dit que nous étions opposés. Nous sommes favorables et nous pensons que la meilleure procédure, c'est une procédure normale pour rechercher le consensus républicain, pour rechercher un texte applicable, pour rechercher un texte solide juridiquement. Il a eu l'air sensible à vos arguments? Je crois qu'on est sur un sujet qui est un sujet important, les valeurs républicaines. Qu'est-ce que le vivre ensemble? Ça n'en est naturellement qu'un des éléments. Et même s'il y a déjà eu une réflexion à l'Assemblée nationale, qui a été conduite dans le cadre d'une mission, nous semble important que ce texte prenne le temps du débat républicain approfondi. Les Français, vous savez, ils souhaitent que leur Parlement parlemente, c'est-à-dire qu'ils se donnent le temps de la réflexion, du partage et de la construction. Et c'est aussi l'intérêt du bicamérisme. Donc ça veut voilà dire pourquoi la procédure, qui est la procédure normale prévue par la Constitution. Donc avec des allers-retours et la Constitution de 2008, le président de la République a voulu renforcer les droits du Parlement. Voilà, vous avez un droit de veto, et vous avez aussi un droit de veto sur la procédure d'urgence. Est-ce que vous seriez prêt à le faire jouer? C'est-à-dire, ça c'est la Constitution maintenant. Je laisse le président parce que ce serait lui le premier à avoir à l'exercer. Si les deux conférences des présidents se mettent d'accord, oui, ça c'est nouveau. Ce sont les conférences des présidents, Oui, donc oui. il faut que la majorité de la conférence
de chacune des assemblées soient d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que nous n'en arriverons pas là. Le Premier ministre s'est montré très attentif. Il n'a pas dit ce qu'il ferait parce qu'il le dira le 19 mai, le jour de l'examen au Conseil des ministres du projet de loi. Qui là aussi est constitutionnel. Là encore, tout à fait. Nous sommes confiants. Nous avons constaté et nous pensons que c'est la bonne procédure d'aller à fond avec une certaine sérénité. Ça ira vite, mais sans précipitation. Ça ira, vous verrez, aussi vite que si on faisait une procédure d'urgence, un échec de la commission mixte paritaire et une nouvelle navette après. N'en doutons pas, après le texte à l'Assemblée nationale, le Sénat apportera sa propre impression oui, bien sûr. sur le texte. Parce que c'est aussi le rôle, traditionnellement, la Chambre haute est attachée aux valeurs républicaines, comme les députés, mais à la liberté individuelle et collective. Et naturellement, les lectures dans nos deux chambres sont nécessaires après ces 2 premières lectures dans chacune de nos assemblées. C'est le fonctionnement normal de nos institutions. Avec une navette. Donc, voilà. Alors, Bernard Accoyer, Jean-François Copé a dit et redit qu'il était un farouche partisan d'une procédure d'urgence, qu'on légifère très vite. Il y a donc 2 messages. Est-ce que ça brouille pas un petit peu le message du côté de l'Assemblée? D'abord, ça n'est que la procédure. Mais encore une fois, nous sommes, en tout cas pour ma part, j'en ai beaucoup parlé avec Gérard Larcher, nous pensons que ça n'ira pas plus vite parce qu'il n'y aura pas de consensus entre les 2 assemblées après une première lecture. Il y aura donc un échec de la CMP et donc une nouvelle navette à l'automne. Donc autant faire les choses dans la sérénité, éviter que certains se bloquent parce qu'on voudrait aller trop vite. Excusez-moi, le fait que le patron des députés UMP ait une voix discordante dans cette unanimité que vous présentez tous les deux, est-ce que ça vous pose problème? Non, je trouve que c'est ce pluralisme qui enrichit il vous agace quand même, hein, Jean-François Copé. Vous avez dit qu'il se prenait en chef de parti. Mais pas du tout. Ah bon? J'ai d'excellents rapports personnels et amicaux avec Jean-François Copé. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous l'assumons et nous apportons chacun notre contribution. Alors, vous avez dit, excusez-moi quand même, petite indiscrétion du point, vous auriez dit il déconne à plein tube. Vous savez, les indiscrétions, il faut y attacher le crédit qu'elle mérite. Donc il y a des moments où vous avez quelques énervements quand même. Bon, non, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir prononcé cette phrase. D'accord. Comment vous voyez le cavalier seul de Jean-François Copé aujourd'hui? Écoutez, moi, je constate d'abord qu'au Sénat, Gérard Longuet, mais aussi ce serait le cas du président Abou et d'autres présidents, nous souhaitons la procédure qui donne le temps du débat, et qui ne fasse pas de l'enjeu de la commission mixte paritaire un risque d'échec sur un texte aussi important où il nous faut rassembler. Seconde des choses, c'est que Jean-François Copé est à l'intérieur de la majorité un des présidents de groupe, qu'à ce titre-là, il apporte son dynamisme, sa force, sa capacité aussi de persuasion, mais qu'il y a aussi débat, et il est important que nos concitoyens sachent que ça fonctionne pas comme ça, qu'il y a un débat entre nous, et que ce débat, il est légitime. Moi, je vis le débat, mais ceux qui me connaissent bien au Sénat, toujours comme une chance. Alors messieurs, on vous propose d'avancer un petit peu dans l'actualité de la semaine. En ce mercredi, il y a aussi l'audition d'Édouard Balladur par la mission d'information parlementaire sur l'attentat de Karachi en 2002. Audition qui a duré 1 heure à huis clos, sans aucune déclaration à la sortie. L'ancien Premier ministre avait lui-même demandé à être entendu après les articles de Libération le mettant en cause dans l'affaire de rétrocommission occulte lors de la vente de sous-marins français au Pakistan. Alors, Bernard Accoyer, on a l'impression quand même d'une audition furtive. Les journalistes n'avaient pas été prévenus. De façon générale, on a un peu l'impression depuis le début des travaux de la commission qu'on a du mal à avoir des informations. Pourquoi si peu de communication? Moi, je suis profondément choqué que sans arrêt, il y ait des suspicions. La campagne de 95, si je compte bien, ça fait 15 ans. Et il y a 15 ans, le Conseil constitutionnel a validé les comptes de campagne de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. On remet en cause la validation d'une juridiction. On remet en cause, encore une fois, la validation. Bon, il n'y a plus de limite. C'est sur sa demande qu'Édouard Balladur a voulu dissiper tous les doutes. Il a changé d'avis, puisqu'au départ, il ne souhaitait pas être entendu par la mission. En tout cas, il a souhaité être entendu, et je crois savoir, puisque certains ont parlé à la sortie, qu'il a apporté des réponses à toutes les questions qui lui ont été posées. Arrêtons sans arrêt de remettre et de se reposer des questions, et même de formuler des accusations et des suspicions. C'est quand même un dossier
suffisamment important pour qu'une mission d'information ait été Bien constituée. sûr, mais elle est en cours. C'est très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de secret défense aussi, de transparence vis-à-vis d'opinion? En tous les cas, je m'aperçois qu'à l'Assemblée nationale, comme aujourd'hui au Sénat sur Xintia, un autre sujet important, il y a des missions d'information. Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle. Oui, mais on voit qu'il faut qu'il y ait la presse pour le titiller un peu, pour le pousser un peu par des... Mais non, Hein cette mission elle a été déclenchée à l'initiative des parlementaires. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de cette mission, elle appartient à l'Assemblée nationale, mais en tous les cas, vous voyez l'exercice du pouvoir de contrôle, et je crois que nos concitoyens sont attentifs à ce que nous exercions ce pouvoir de contrôle. Autre actualité sensible, cette semaine, le risque de faillite de la Grèce. Le Parlement va devoir voter pour débloquer à près de 4 milliards d'euros pour Athènes, dans le cadre de l'aide européenne qui doit se mettre en place. Alors vous le voyez sur ces images, François Baron a été entendu par la Commission des finances de l'Assemblée nationale ce mercredi. Le ministre du Budget sera aussi auditionné par celle du Sénat le 4 mai. Gérard Larcher, on voit monter l'inquiétude face à la dette d'un certain nombre de pays européens, plus seulement la Grèce aujourd'hui. Est-ce que ça ne risque pas de nous arriver pour nous aussi? Alors tout d'abord, sur ce dossier, je dois dire que je mène un certain nombre de consultations. Lundi soir, je recevais, le président Accoyer l'a reçu, c'était d'ailleurs à son invitation, mais j'ai reçu le président du Parlement portugais. Je viens de recevoir ce matin le président du Sénat des Pays-Bas, ancien président du Conseil de l'Europe, et naturellement, le sujet, ça n'a pas été simplement la Grèce, mais l'euro. Voilà. Il y a péril pour l'euro? Non, je ne pense pas que nous en sommes dans cette situation. Simplement, c'est l'occasion de dire qu'est-ce qui est essentiel à la construction européenne et à l'expliquer à nos concitoyens. Or, l'euro, c'est un des piliers de la réalité européenne aujourd'hui, tout comme la politique agricole commune. Ça veut dire qu'il faut voter cette aide à la Grèce et le faire vite? Et que naturellement, tout ce qui pourrait affaiblir l'euro, affaiblir la cohésion de l'Europe, et donc, je le dis clairement, il nous faut soutenir la Grèce avec des exigences et sans doute réfléchir pourquoi nous n'avons pas été assez exigeants. La mise en place des procédures de suivi. Pourquoi c'est si long, et de cette contrôle. mise en place? Parce que c'est la première fois que nous rencontrons ce genre de difficultés devient à l'intérieur de la dramatique zone pour la euro. Grèce, cette attente. Comme nous nous sommes adaptés à la crise financière, il y aura le 10 mai une réunion des chefs d'État et de gouvernement sur ce sujet. Personnellement, la semaine prochaine, je serai en Allemagne à la rencontre du Bundesrat, du président du Bundesrat et du Bundestag. Et naturellement, ce sujet, il est un sujet majeur pour l'avenir de l'Europe. Aux Allemands qu'ils aient retardé les choses, on est très en retard. Ce n'est pas une question particulière entre l'Allemagne, la France, la Grèce et je ne sais quel autre pays. Il y a eu une crise, et il y a une crise dont on n'est pas tout à fait encore sorti, d'une gravité extraordinaire. Et la situation financière grecque, la crise de l'euro, n'est pas déconnectée de cela. Et vous posez la question, pourrait-il y avoir des problèmes en France? D'abord, il y a d'autres pays qui pourraient être concernés bien avant, mais il faut évidemment se poser la question pour la France. Et comme le disait tout à l'heure Gérard Larcher, en écoutant le président du Parlement portugais, je l'ai entendu m'expliquer qu'alors que la monnaie, l'euro et pardon, le Portugal est attaqué et qu'il se finance difficilement, les réformes qui ont été conduites par la gauche au Portugal, à titre d'exemple concernant les retraites, ont porté l'âge de la retraite à 65 ans et un seul fonctionnaire sur 3 partant à la retraite est remplacé dans la fonction publique d'État et dans les fonctions publiques locales. C'est vous dire l'importance et l'urgence des réformes que nous devons conduire et les Français ne peuvent pas s'exonérer de ces réformes, sinon il en va effectivement de notre avenir. Et la valeur, des fonds que l'on emprunte, le taux d'intérêt que les pays doivent payer pour se financer dans la zone euro, c'est décisif de toute notre marge de manœuvre, c'est-à-dire de notre avenir en ce qui concerne le niveau de vie et la protection sociale. Examine la semaine prochaine Oui. le budget, l'aide financière Oui. française. Est-ce que la Grèce sera en mesure de rembourser cette En tout cas, d'abord, restons aides. au niveau du Parlement.
je crois savoir que nous irons peut-être vers un consensus pour cette loi de finances rectificative. Je m'en féliciterai. Ce serait une solidarité exemplaire. Quant à la Commission, quant aux capacités de remboursement de la Grèce, ce qui m'ennuie, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que le refinancement de la Grèce est devenu un produit spéculatif. Et donc là, il y a effectivement des inquiétudes à se faire. Consensus aussi au Sénat, vous espérez le vote de la gauche et de la droite réunis, comme l'a rappelé le président de la République, d'un gouvernement et d'une gouvernance économique européenne. Oui. Je crois que c'est l'occasion de le réaffirmer de manière extrêmement forte. Nous voyons qu'il y a là la nécessité et qu'il va falloir y apporter des réponses. Donc, le second sujet, bien sûr, parce que traditionnellement, je crois qu'il y aura en tous les cas un assez large accord, parce que chacun sait que l'euro est un des soubassements de la réalité européenne d'aujourd'hui, et que ça passe par une solidarité avec des exigences vis-à-vis de la Grèce, mais aussi exigences pour tous les pays de l'Union européenne, de la zone euro. Il y a des réalités aujourd'hui que nous devons regarder en face, expliquer à nos concitoyens que même si nous étions des égoïstes, que le coût économique, financier, social d'un abandon de la Grèce serait beaucoup plus lourd que le soutien que nous allons apporter. On va passer maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, à une question qui vous concerne tous les deux au premier chef. Les Français aiment-ils leur Parlement? La réponse dans un sondage exclusif. Et tout de suite, donc, les résultats du sondage que nous avons effectué pour cette émission spéciale de Parlement Hebdo. Les institutions que vous présidez ont-elles la cote? L'Institut CSA a interrogé les Français. Eh bien, la question, avez-vous une bonne opinion du Parlement dans son ensemble, c'est-à-dire de l'Assemblée et du Sénat? Bonne opinion, 42%, mauvaise, 48%, vous le voyez, et 10% ne se prononcent pas sur cette question. Vous allez le voir d'ailleurs, les clivages politiques sont tout de même assez marqués entre sympathisants de droite et sympathisants de gauche. On devrait le voir, voilà, sur ce panneau. Je voulais voir les chiffres, c'est assez net. Et puis, il y a une autre question, oui, de ce sondage. Selon vous, l'Assemblée nationale et le Sénat contrôlent-ils suffisamment l'action du président de la République? Eh bien, 26% seulement des Français répondent oui. 59% quand même estiment que ce contrôle n'est pas suffisant. Il faut dire que la même question avait été posée en 2008 avec pratiquement le même résultat. Alors un certain scepticisme, des réserves, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par deux choses. La première, on l'a bien vu dans le sondage, il y a un caractère partisan dans le jugement porté sur le Parlement. C'est normal, la majorité est à droite, les Français qui se sentent des convictions de gauche sont plus sévères. Mais il y a depuis toujours en France, depuis qu'il y a des parlementaires, il y a eu de l'anti-parlementarisme. La crise qui crée la détresse ne peut qu'aggraver ce sentiment. Il nous revient de faire des efforts pour montrer qu'en réalité nous travaillons beaucoup, que nous avons, notamment dans le domaine du contrôle, puisque c'est aussi un point qui est mis en exergue, par exemple ici, produit 170 rapports en un petit peu plus d'un an. Alors nous avons une responsabilité, c'est que nous ne le faisons pas assez savoir. Eh bien, à nous aussi de faire des efforts pour mieux faire connaître l'importance du travail des parlementaires, le rôle qui est le nôtre en réalité. Gérard Larcher. Vous savez, quand j'ai été élu il y a 18 mois, je m'étais donné un défi, c'est qu'on puisse répondre à une question lancinante des Français, à quoi sert le Sénat? Depuis 18 mois, je crois que dans le cadre du bicamérisme, c'est aussi un travail que nous conduisons avec le président de l'Assemblée nationale, nous essayons, texte après texte, de démontrer à quoi sert le bicamérisme, et notamment, à côté de l'Assemblée nationale, une chambre comme le Sénat. En regardant, puisque j'ai eu le bonheur, et les téléspectateurs ne l'ont pas eu, d'avoir l'analyse, on s'aperçoit que, oui, affiné, plus de jeunes, une majorité de jeunes, font confiance au Parlement, ce qui est prometteur, mais qui est pour nous une exigence. Une exigence, et notamment dans la fonction de contrôle. Mais aussi par rapport à la réflexion sur la société nouvelle qui est la nôtre. Parce que la société d'aujourd'hui et de demain, c'est pas la société d'hier. C'est la société qu'il faut construire pour les jeunes. Voilà pourquoi je reviens des débats de société. Il faut aussi que le Parlement, de temps en temps, prenne son temps. Alors, pour compléter ce sondage, on a voulu prendre quelques avis dans les couloirs de l'Assemblée et du Sénat. On s'est glissé dans des groupes qui viennent visiter l'Assemblée et le Sénat. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de leur parlementaires. Voici le résultat. C'est un sujet de Jérôme Rabier et Hélène Mangerdi.
Je ne crois pas que les citoyens s'intéressent beaucoup à ce système de fonctionnement parce que bon, ils ont l'impression que c'est loin, Paris, quand vous habitez Marseille ou Bordeaux, c'est loin. Vous savez quel est le rôle des sénateurs? Oui, ils votent les lois et sont importants pour diriger le gouvernement, mais je ne sais pas vraiment. Au départ, on nous a expliqué un petit peu le rôle du député, ce qu'il faisait, etc. On le connaissait, mais peut-être mal. Vous connaissez la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. C'est le cœur de la démocratie, quoi. Et est-ce que vous connaissez les sénateurs de votre département? J'en connais un, oui. Je connais Christian Cambon. Donc voilà, mais j'avoue, il faut vraiment que je réfléchisse quelquefois. J'aimerais revenir et voir davantage de députés dans l'hémicycle. Voilà, moi ce que j'aimerais bien aussi, c'est que le président de l'Assemblée limite le cumul des mandats. Ça, c'est peut-être un vœu pieux. J'aimerais savoir quelles seraient les différences entre les députés et les sénateurs, parce qu'on a l'impression que c'est un peu la même chose, ils votent les lois tous les deux, mais j'aimerais bien savoir la différence entre les sénateurs et les députés. Voilà, mais tous les jeunes ne sont quand même pas totalement au courant, même s'ils attendent beaucoup de leur Parlement. On va garder cette dernière question, si vous le voulez bien, parce qu'on n'a pas le temps de toutes les faire. C'est quoi, en 2 mots, la différence entre un député et un sénateur? Gérard Larcher. Tout d'abord, le mode électoral. Oui, nous sommes élus au suffrage universel indirect. Mais la grande différence, c'est que nous ne procédons pas, depuis la réforme du quinquennat, de l'élection présidentielle. Les députés sont élus à la suite de l'élection présidentielle. Et des 4 grandes institutions, 3 procèdent de l'élection présidentielle. La présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale. Le Sénat, élu par les représentants des collectivités territoriales, obéit à un autre rythme, qui d'ailleurs lui donne une fonction différente. Certes de voter la loi, mais une réalité différente, ce qui d'ailleurs donne une part d'autonomie un peu spécifique au Sénat. Vous pensez qu'il y a une place du bicamérisme, j'allais dire, et d'assemblées qui ont un rôle et des statuts différents. Le bicamérisme est absolument fondamental pour faire de bonnes lois, en tout cas les meilleures possibles. Mais les députés sont en prise directe avec leurs électeurs, scrutin uninominal direct à 2 tours. Donc nous jouons le rôle de courroie de transmission entre le terrain et la majorité, et de cette majorité est issu le gouvernement. Et ce rôle, il est très direct. Ça fait qu'il y a des réactions parfois plus vives ici à l'Assemblée qu'au Sénat, dont le mode électoral n'est pas le même. Est plus lointain et plus protégé. Un petit peu plus de recul, ou de hauteur, pour être tout à fait correct. Il est charmant, mais nous sommes vraiment en prise directe. Et donc il faut réagir très vite, parfois un peu fort, je le reconnais volontiers. La courroie de transmission devient parfois du poil à gratter pour le gouvernement. Oui, mais c'est une bonne chose. Le poil à gratter, ça fait. Mais nous, on est parfois un peu démultipliés, ce qui donne en mécanique, je vous rappelle, un peu de force. On va maintenant aborder les grands dossiers de la session parlementaire en cours. Le point sur quelques questions chaudes. Réforme des collectivités locales, taxes professionnelles, bouclier fiscal. Comment le Parlement a-t-il imprimé sa marque au cours des derniers mois? Delphine Girard. Octobre 2009, début de la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Les députés UMP, aux côtés de l'opposition, remettent en cause des dispositions majeures du texte. Ils proposent même un assouplissement du bouclier fiscal en faisant sortir la CRDS de son calcul. Ça n'est pas du tout grignoter, c'est simplement de constater qu'une fois que la dette sociale est là, elle est faite, les boîtes de médicaments ont été achetées, les retraites ont été payées, il y a une dette à rembourser. Mais à partir de ce moment-là, c'est pas tout à fait un impôt la CRDS et ça nous semble équitable que tout le monde participe au paiement de ce remboursement. La fronde contre le bouclier fiscal atteindra son paroxysme au printemps 2010. Ce ne sont pas les revenus du travail qui sont protégés par le bouclier fiscal, mais bien les revenus du patrimoine. Au Sénat, c'est la suppression de la taxe professionnelle qui met le feu aux poudres. Novembre 2009, Jean-Pierre Raffarin et une vingtaine de sénateurs UMP menacent de ne pas voter le budget en l'état. Nous sommes d'accord avec le gouvernement en ce qui concerne les entreprises. Plus de taxes professionnelles au 1er janvier 2010. Mais nous disons que la réforme du côté des collectivités locales, elle ne doit s'appliquer qu'au 1er janvier 2011.
Entre-temps, nous souhaitons pouvoir évaluer le système, faire des simulations. Reçus par Christine Lagarde, les sénateurs obtiendront du gouvernement des garanties en matière de remboursement de la taxe professionnelle, principale source de revenus des collectivités territoriales. Car en cette fin d'année 2009, pas question de toucher aux collectivités territoriales. Leur réforme fera l'objet de vives discussions au sein de la Haute Assemblée. Veut-on supprimer les départements? Qu'on le dise. Veut-on affaiblir les régions? Qu'on l'affirme. Sans cesse, on est entre le flou, le vague, l'imprécis, qui laisse penser qu'il y a un certain nombre de dessins qui sont cachés. Des dessins cachés, des menaces sur les collectivités locales dans ces réformes, nous dit le sénateur Jean-Pierre Sueur. Il y a une vraie hypersensibilité là-dessus. Bien sûr, ça a d'ailleurs été le sujet de l'année au Sénat, de l'année dernière. Il y a eu la mission Belot. Le Sénat a considérablement travaillé ce dossier. Mais je voudrais revenir sur la taxe professionnelle, car c'est l'exemple même du travail entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Au moment d'examen du budget, le rapporteur général du budget, Gilles Carrez, s'engage. Pourquoi? Parce que nous avions conjointement obtenu, les présidents de groupes politiques de la majorité, les présidents des deux assemblées, à ce que le gouvernement confie à nos deux assemblées la responsabilité de faire la transformation concrète et la réforme de la taxe professionnelle. C'est un travail qui a été conduit par nos deux assemblées, par nos commissions des finances. Et nous avons pu obtenir la réforme nécessaire pour la compétitivité de nos entreprises. Vous savez, la réalité de la crise, c'est qu'il faut aussi qu'on s'adapte à la compétitivité globale d'un monde ouvert et que nous adaptions notre industrie. Ça, c'est la suppression de l'impôt, taxe et professionnelle. en même temps, assurer des ressources aux collectivités territoriales. Donc une année 2010, qui est une année qu'on va appeler neutre pour ces collectivités donc là, vous dites que le territoriales. Parlement a été entendu. Une clause de revoyure. Et nous avons construit ensemble, dans d'ailleurs une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les conditions de la réforme de la taxe professionnelle. Un des grands dossiers de bataille aussi, Bernard Accoyer, ça a été le bouclier fiscal. Il y a même des députés. Oui, pardon. Oui, je vais dire deux mots sur la suppression de la taxe professionnelle. Voilà plus de 30 ans que cet impôt affaiblit la compétitivité des entreprises françaises, détruit par conséquent de l'emploi. L'essentiel, le courage du gouvernement et de la majorité aura été de supprimer la taxe professionnelle pour les entreprises industrielles. Vous voyez, je suis un élu de terrain, je suis ce que font les entreprises dans mon département, la Haute-Savoie. Une grande entreprise du bassin annécien, la suppression de la taxe professionnelle, c'est tout de suite 2 millions d'euros. Que fait-elle, cette entreprise? Elle investit. Et elle va construire des grands roulements à billes géants pour les éoliennes. Que l'on n'importera plus. Avec quand même une grande inquiétude des collectivités locales qui ne savent pas la priorité, c'est l'emploi. Parce que pour nourrir les collectivités locales, il faut qu'il y ait des entreprises qui créent des richesses. Pour donner des salaires et du pouvoir d'achat aux Français, il faut des entreprises qui créent des richesses. C'est bien là une des actions emblématiques et majeures de ce gouvernement et de cette majorité. Personne n'avait osé le faire avant. Sur le bouclier fiscal. Je voudrais rappeler que c'est une des mesures d'une loi que l'opposition a vilipendée, qui s'appelle Travail, Emploi, Pouvoir d'achat. Revenons sur ce texte. À peu près 5% de son coût correspond au bouclier fiscal, afin qu'il reste en France des investisseurs privés, parce que le défaut d'investissement privé est un des principaux problèmes de la France, qui n'investit plus assez dans son appareil industriel pour créer des emplois. Dans le même temps, 95% des successions en France sont désormais exonérées d'impôts, exonérées de droits de succession. Et dans le même temps, les heures supplémentaires ont été déchargées sur le plan fiscal et sur le plan des charges sociales. Voilà la réalité. Et chacun reconnaît que cela a contribué grandement à faire qu'en France, on s'en tenait moins mal tiré après la crise ou durant la crise que les autres pays. Et je pourrais ajouter la TVA à 5,5 dans la restauration. C'est 50 000 emplois sauvés. Dans mon département, la Haute-Savoie, j'ai d'innombrables témoignages d'hôteliers, de petits restaurateurs qui m'ont dit « Eh ben, on a été sauvés par ça ou on a pu embaucher. » Alors, on a peu de temps pour aborder une question sensible, la réforme des retraites, mais on sait que c'est une question sur laquelle les Français attendent beaucoup de justice.
Question très précise, puisque vous êtes les premiers concernés. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on révise, pour que la justice s'applique à tout le monde, le régime de retraite des parlementaires dont on dit qu'il est très favorable? D'abord, parlons des retraites. Et on abordera la question des retraites des parlementaires, si vous le voulez bien. Vous voulez redonner confiance dans le Parlement. Nous sommes d'abord responsables de la partie législative de la réforme des retraites. Moi, je suis très sensible à la volonté d'équité. Mais aussi, il faut qu'on dise les yeux dans les yeux aux Français. Pour qu'on évite la situation de la Grèce, où à un moment, pendant 30 ans, on ne dit pas la réalité aux Grecs, et voilà le résultat. Nous avons la nécessité de reconnaître l'augmentation de l'espérance de vie. Nous avons l'obligation de prendre en compte la nécessité, j'ai été ministre en charge du travail et je connais particulièrement bien ce sujet, du nombre d'années de cotisation. Nous devons prendre en compte aussi la pénibilité, la convergence progressive des systèmes. Et naturellement, ce qui concerne les parlementaires, ils participeront de la convergence des systèmes. C'est bien là-dessus. Et d'ailleurs, le Sénat, qui est un système un peu différent de l'Assemblée nationale, même si les montants sont les mêmes, nous avons augmenté de près de 8,30 la cotisation des sénateurs. Et le personnel du Sénat a lui-même accepté la proposition que le bureau lui faisait d'augmenter sa cotisation. Ils prendront leur part de de l'effort. 10%. Les députés aussi, monsieur Accoyer? Oui, bien entendu, les députés feront le même effort que celui qui sera demandé aux Français. Nous travaillerons de concert sur le sujet. Nous l'avions déjà fait, nous n'avons pas attendu cette réforme pour réduire un certain nombre de dispositifs, adapter un certain nombre de dispositifs. Et vous continuerez s'il le faut. Mais vous me permettrez de revenir encore une fois. Dans quel sens d'ailleurs? Vous avez déjà une idée? Je voudrais revenir également sur la question des retraites. C'est un des dossiers essentiels. Je voudrais donner quelques chiffres. Si en 82, la gauche n'avait pas abaissé l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, le régime général, la Caisse générale de vieillesse, sécurité sociale, serait aujourd'hui excédentaire. Si le gouvernement Balladur n'avait pas fait la réforme de 93, les déficits seraient infiniment plus importants. Et si, au début de cette législature, la réforme des régimes spéciaux n'avait pas été faite, ce serait la même chose. Donc, c'est toujours la majorité de la droite et du centre qui a opéré les réformes qui ont sauvé les régimes de retraite. Nous allons continuer. Mais pour être plus précis sur le système de pension vieillesse des députés, qui en réalité date de 1904, pour faire qu'il n'y ait pas que des fonctionnaires qui puissent devenir parlementaires, encore une fois, nous adapterons notre dispositif de telle façon que l'effort qui sera fait ici soit le même que celui des Français. Une augmentation des cotisations, il y aura sûrement, il y aura plusieurs variables, comme probablement ce qui sera issu du travail parlementaire. La durée de cotisation et notre système spécifique, nous avons déjà augmenté nos cotisations et nous aurons un rendez-vous dans le cadre de l'audit triennal dans 2 ans et demi, en plus de cette convergence que nous nous appliquerons naturellement. Parce que nous sommes aussi les Français comme les autres. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Alors, on va maintenant aborder la question de la réforme constitutionnelle de 2008. Elle devait renforcer le rôle du Parlement, donner plus de pouvoir à l'opposition. Eh bien, on va voir le bilan près de 2 ans plus tard. Alors, cette révision a-t-elle été un plus pour l'opposition? D'abord, à l'Assemblée nationale, la réforme a mis par exemple en place des journées d'initiative parlementaire pour l'opposition, ou encore le droit de créer une commission d'enquête par session. Dans la pratique, tout cela ne marche pas comme ces députés de l'opposition le souhaiteraient. Bilan mitigé dressé par Jean-Baptiste Daoulas. L'opposition sort-elle vraiment gagnante de la réforme constitutionnelle de juillet 2008? L'avancée la plus incontestable, c'est l'attribution de la présidence de la Commission des finances à l'opposition. Une fonction attribuée en 2007 à Didier Migaud, remplacée cette année par un autre socialiste, Jérôme Cahuzac. Les finances ou comment mieux contrôler l'action du gouvernement. Un meilleur contrôle qui aurait aussi dû prendre la forme de commission d'enquête. La réforme prévoyait que chaque groupe pouvait en créer une chaque année. Pas si simple. Ainsi, en novembre 2009, les socialistes veulent enquêter sur les sondages commandés par l'Élysée. La commission des lois repousse leur demande dans une ambiance houleuse. C'est à l'honneur de la commission des lois. Non, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas à l'honneur de la commission des lois. Quelques semaines plus tard, nouveau refus, cette fois pour les députés communistes qui souhaitaient enquêter sur les suicides à France Télécom. Désormais, l'opposition dispose tous les mois d'une journée pour défendre ses propositions de loi. Euthanasie, droit de vote des étrangers ou encore adoption par les couples pacsés, des propositions défendues par la gauche depuis septembre.
Mais chaque fois, le rituel est le même. L'opposition s'exprime dans un hémicycle déserté par la droite. Le gouvernement utilise la procédure du vote bloqué. Et les députés UMP ne viennent que la semaine suivante pour repousser le texte en bloc. En novembre dernier, lors de l'examen du texte sur l'euthanasie, les socialistes quittent l'hémicycle. Le gouvernement méprise l'opposition. Et aujourd'hui, c'est une véritable humiliation à laquelle nous assistons. Une opposition peu satisfaite de la nouvelle règle du jeu à l'Assemblée. Elle réclame déjà des ajustements. Alors, les hémicycles désertés par la majorité. Je vous cite quand même le socialiste Jacques Urvoas qui dit « Les studios des médias sont devenus les seules arènes utiles de la démocratie ». Comment peut-on éviter cet absentéisme des députés? Et d'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous constatez cet absentéisme? Je pense que sur l'absentéisme, nous avons beaucoup progressé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'absents et que vous pourriez citer la présence effective en commission qui est désormais sanctionnée financièrement lorsqu'elle est défaillante. C'est une mesure qui est concrètement appliquée. Et également la présence lors des scrutins publics qui est sanctionnée s'il y a une absence excessive par rapport au règlement. Et c'est la première fois qu'on applique ces deux articles du règlement. Maintenant, vous êtes venu sur les droits de l'opposition. Je ne peux pas laisser dire que les droits de l'opposition n'auraient pas été améliorés, et grandement améliorés par cette réforme. Il y a l'égalité du temps d'intervention dans toutes les activités d'évaluation et de contrôle. Il y a dans les commissions d'enquête, comme vous l'avez dit, un rapporteur et un co-rapporteur qui sont l'un de la majorité, l'autre de l'opposition. Il y a toujours cet équilibre, notamment au centre d'une nouvelle instance qui est le comité d'évaluation et de contrôle, qui est en train d'investiguer un certain nombre de domaines. Il y a 60% du temps dans les groupes réservé à l'opposition, du temps de parole des groupes réservé à l'opposition et 40% à la majorité. Il y a, cela a été souligné, le président de la seule commission qui a un droit d'investigation sur pièce et sur place, un droit d'enquête sur pièce et sur place qui a été octroyé, et c'est dans notre règlement, à un député de l'opposition. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas davantage de droits. Quant à ce qui a été souligné, c'est-à-dire le fait qu'il n'y aurait pas une majorité faite de députés de la majorité lors des discussions des propositions de loi issues de l'opposition, dans aucun parlement au monde, je dis bien dans aucun parlement au monde, il n'y a l'opposition qui fait la loi. Alors, il y a des dispositions qui font que l'on peut voter la semaine d'après. Mais il y a le débat. Mais ces jours-là, effectivement, rappelons que les niches ont été multipliées par 3, le nombre des propositions issues de l'opposition ont été multipliées par 3, c'est un droit supplémentaire de l'opposition. Ce que dénonce l'opposition, c'est le vote bloqué, le vote solennel, pardon. C'est le vote solennel qui dit ceci, le vote et qui permet aux députés de la majorité de ne pas être là. Prenez l'exemple de la fin de vie. Admettez que le jeudi, l'Assemblée vote pour l'euthanasie. Il y a des familles, il y a des personnes qui souffrent, qui attendent quelque chose en ce domaine. Le jeudi, on voterait cela? Et puis, au scrutin solennel, le mardi suivant, on voterait le contraire? Non. Nous sommes obligés d'avoir une certaine responsabilité dans la continuité de nos votes, de nos décisions. Alors, mais, en résumé, c'est 3 fois plus de niches qu'avant la réforme. Alors, 3 fois plus d'occasions dans un instant, il y a un aspect un peu complémentaire. Je voudrais qu'on voit tout de suite avec le témoignage, l'interpellation d'un de vos collègues sénateurs socialistes, Jean-Pierre Michel, sur le fait qu'aussi on s'attendait que cette réforme simplifie le travail parlementaire. On en fait beaucoup plus en commission et en réalité, on a sans doute redoublé aussi les choses en séance, alors qu'on s'attendait à ce que les discussions soient un peu plus rapides, parce que justement maintenant on discute davantage en commission. Écoutez Jean-Pierre Michel. La fin de cette session ordinaire a vu s'appliquer la nouvelle constitution, notamment en ce qui concerne le travail en commission et en séance. Et on peut dire que c'est loin d'être un succès. Résultat, les commissions sont très longues. Le ministre peut venir en commission. Donc il y a un débat en commission qui est un vrai débat de séance. Et ça n'a aucun intérêt. Voilà, on a redoublé les choses. C'est ce que dit un peu Jean-Pierre Michel. Attendez, des débats en commission qui n'auraient aucun intérêt, alors qu'on va au fond des choses en commission. Je crois que simplement, il faut qu'on s'acclimate à une nouvelle procédure où c'est en commission qu'on prépare la loi. C'est naturellement au cours de la séance que dans un débat qui reste largement ouvert, les amendements à la loi sont progressivement construits et on construit la loi. Je crois que nous avons encore un temps d'apprentissage du rôle et de la place de la commission nouvelle formule
avec le rôle et la place de la séance publique. Je crois aussi et nous sommes en train de le mettre en place, il faut une traçabilité des travaux en commission, puisqu'on y construit la loi. C'est ce que nous mettons en place au Sénat, et c'est tout à fait récent, avec la mise en place d'un compte-rendu analytique des débats en commission. L'Assemblée nationale vous avez précédé sur ce point, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je voudrais dire que le fait de partager toutes les missions d'information, les commissions d'enquête, président ou rapporteur, l'un de la majorité, l'autre de l'opposition, c'est une formidable avancée des droits des parlementaires, majorité comme opposition. Le fait que, par exemple, nous allons avoir avoir un texte qui a été adopté ici, violence faite aux femmes, qui sera inscrit au mois de juin. Qui a connu un consensus, qui est assez rare. Et qui va le connaître aussi, un travail parlementaire, établissements publics locaux, une proposition socialiste au Sénat, de Daniel Raoult, que sans doute nous allons adopter. Tout n'est pas si noir que cela. Et en même temps, des missions où chacun a sa liberté. Regardez la mission Xintia. Vous croyez que Bruno Retailleau est le président socialiste de la mission, sénateur de la Gironde, avait tout à fait le même sentiment que le gouvernement dans les décisions prises en Charente-Maritime et en Vendée. Donc un rôle du Parlement qui répond aux attentes des citoyens. Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, proche de Philippe de Villiers. Juste d'un mot, les socialistes se voient déjà majoritaires au Sénat en 2011. Vous le craignez? Oh, je ne crains rien. La démocratie, je ne la crains jamais. Mais nous sommes à 18 mois. Vous croyez que c'est ça qui préoccupe les Français? Aujourd'hui, les Français sont préoccupés d'abord par l'emploi. Vous savez, peut-être je suis trop marqué par mes fonctions antérieures. Mais c'est vraiment ça que j'ai entendu, y compris au cours de la campagne régionale. Nous avons arpenté les Savoies avec le président Accueillet. Et c'est vraiment le sujet. L'emploi, le sujet de la réforme des retraites, le sujet de l'équité globale. La crise agricole qui est très très forte et qui va nous amener dans les semaines qui viennent au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Voilà les sujets. Voilà. Et puis viendra le moment. Il viendra, eh bien, en fonction du vote des grands électeurs, eh bien, les sénateurs voteront. Ce qui compte, c'est que le Sénat remplisse pendant ces 18 mois pleinement la mission qui est la sienne. Allez, pour terminer cette émission, on va se détendre un peu, si vous le voulez bien, avec... Nous sommes détendus. Vous êtes détendus, mais encore plus détendus. En vous regardant, on est en plus voir, encore plus détendus. Vous êtes gentils, merci. Il y a donc des couacs et des flops à l'Assemblée, comme au Sénat, pas de jaloux. Ah ça oui. Alors, depuis septembre, on s'en souvient, il y a eu l'assaut de l'Assemblée par Greenpeace ou encore des cartons jaunes brandis par des sénateurs en plein hémicycle, des débats houleux. Tout cela, ce sont des incidents qu'aucune conférence des présidents, aussi organisée soit-elle, ne peut prévoir et qui donnent bien sûr des couleurs à la vie démocratique. Recueil de morceaux choisis par Johan Rolla. La séance est reprise. N'y a-t-il pas là, sinon conflit d'intérêts, pour le moins confusion des genres? Je ne sais pas ce que vous essayez de démontrer au travers de votre question stupide, mais j'aurais du mal à y répondre autrement que comme cela. Demandez au ministre du Budget d'exprimer des excuses et de retirer le mot stupide. Pour une propagande politique qui est absolument inadmissible, tous les partis, c'est faux, c'est vrai. Vous n'avez pas le droit à la tribune municipale de dire des mensonges. Alors laissez-moi la parole. Vous êtes des godillots. Mon cher collègue, vous aurez la parole quand vous l'aurez demandé. Monsieur Yest, vous continuez. La séance est suspendue. Le président vient d'interrompre cette séance car il semble qu'il y ait à nouveau des militants de Greenpeace. J'ai porté ce matin plainte une première fois pour une tentative d'accrochage de banderoles sur le toit de l'Assemblée nationale. Nous allons déposer une seconde plainte pour cette intrusion et les incidents de cet après-midi. Je suis attendu, Madame la Présidente. Très attendu, Monsieur le Président.
Oui, après cette annonce spontanée par reprographie. Quand vous savez que personne ne veut de la privatisation de la Poste, il est quand même facile d'interroger les gens. Il va falloir conclure. Ils répondent quoi? Résistance! Encore une fois! Résistance! À ceux qui veulent privatiser la Poste! Impossible! Résistance! Voilà, vous avez regardé ces images avec passion. Il faut conclure cette émission. D'un mot, chaîne parlementaire en 10 ans, qu'est-ce que vous leur souhaitez pour les 10 années à venir? Comme toujours, que cela se passe toujours de mieux en mieux, que la mission soit remplie avec satisfaction pour ceux qui l'assument, et également pour ceux qui la suivent derrière leurs écrans. C'est au service de la démocratie. Bien, mieux faire connaître les travaux du Parlement, je crois que c'est utile à la démocratie. Vous avez un rôle et une place particulière qui n'est pas simplement une chaîne d'infos, mais je crois de partager un certain nombre de valeurs qui transcendent tous les clivages dans la société. Et on voit bien dans les images qu'on a vues que, y compris les pulsions de la société, s'expriment au Parlement. Finalement, ça démontre que la démocratie est vivante. Merci en tout cas à tous les deux. Rendez-vous dans bon anniversaire. Voilà, et bon anniversaire. N'oublions N'oublions pas ceux qui vous ont créé. Je rappelle que c'est Rodé Monory qui a eu le premier l'idée d'une chaîne parlementaire, puis Christian Poncelet en ce qui concerne le Sénat. Je pense aussi à Jacques Valade, à tous ceux qui ont été les porteurs, Jean-Pierre Elkabbach et aujourd'hui notre ami Leclerc. Et ici Laurent Fabius. Laurent Fabius qui était le président de l'Assemblée nationale. Merci à tous. Rendez-vous dans 10 ans et puis bien sûr avant. Hein. À bientôt. Merci à vous deux. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. Le 6 mai prochain, les Anglais devront choisir